Nous commencerons cette seconde partie de l'émission Judaïkan avec Shai Shishportish, un jeune. Nous le savons tous, ils sont l'avenir de notre communauté. Dans notre conseil d'administration, Raphaël Brami participe déjà depuis plusieurs années au débat. Shai Shishportish va venir renforcer notre institution. Je vous dirais déjà que je vais avoir 25 ans, que je suis un jeune qui a beaucoup évolué dans la grande synagogue de Cannes. Depuis petit, mon père m'a amené à Cannes. J'allais tous les Shabbats à la synagogue avec lui. Donc, la synagogue de Cannes est une synagogue que je connais parfaitement depuis petit. Je suis un jeune dynamique. Je suis quelqu'un qui est très motivé. Je suis très heureux d'être parmi toute l'équipe de la synagogue de Cannes. Et je voudrais remercier Gérard Bavard de m'avoir donné cette chance de pouvoir faire mes preuves ici et d'aider la communauté à pouvoir évoluer dans le judaïsme et de pouvoir donner un coup de main pour la jeunesse. Alors ça, vous avez déjà commencé à parler de quelques qualités. Est-ce que vous en avez d'autres quand même ? Écoutez, moi, je suis quelqu'un d'assez sympathique. Oui, d'assez dynamique, assez sociable. J'ai de bons rapports avec la jeunesse. Je sais que ça, c'est quelque chose que toute l'administration a beaucoup appuyé pour pouvoir me faire venir. Et j'espère pouvoir mettre toutes ces qualités au profit de la synagogue. Le 19 novembre, alors qu'en première partie de l'émission Judaïkan, Chantal Ziegelman nous parlait de la soirée Beaujolais Nouveau que la Viso de Cannes organise chaque année à cette période et qui remporte un franc succès. J'invitais pour la seconde partie Diana Paola Lévy, la présidente de Viso France. Je l'invitais par Zoom, elle travaille à Paris, et un de ses combats est l'obtention du guet, l'acte de divorce religieux que doit donner l'homme à son épouse. À ce propos, elle interrogeait dans Actualité juive du 6 mai de cette année les candidats au poste de grand rabbin de France sur le guet, difficile à obtenir pour certaines femmes en conflit avec leur mari. Alors justement, Diana Paola Lévy, vous avez reçu des réponses ? 2 réponses sur 3. J'ai reçu 2 réponses sur 3. Dans quel sens ? Et puis je peux vous faire une réponse politique ou une réponse authentique. À vous de me dire. Oh, allez, laquelle ? Donnez-moi les 2 finalement. C'est bien ce qui me semblait. La politique, et qui a une partie de vrai, c'est que chacun s'empare de ce dossier comme une évidence et quelque chose d'important. Au-delà de la halakha, comme un sujet de société. Sauf que, on est au milieu des ascenseurs de Shabbat, de la cache-route, des mariages, des conversions, de plein de sujets. Tous aussi importants les uns que les autres. Moi, présidente de la Viso, je représente 6 000 femmes en France. J'ai un devoir de protection, ou en tout cas, dans la continuité de ce qui a été fait depuis 20 ans sur le sujet des violences psychologiques et morales représentées par le guet. Et épaulé par un avocat pénaliste, qui est maître Richard Seban, qui nous accompagne. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet de femmes féministes, pas que. C'est un sujet de société et un sujet de notre communauté. Le problème du guet, dans le respect de la halakha, c'est qu'on prive et on éloigne les femmes en les faisant souffrir de la non-délivrance du guet. Ça représente 98% des femmes. C'est vrai, il y a 2% d'hommes aussi qui ne peuvent pas être libres, mais le consistoire a des solutions. Ce que je peux dire quand même, et là c'est authentique, c'est que le consistoire de Paris aujourd'hui, avec Bensalel Lévy et son équipe, fait des efforts pour accueillir les femmes dignement, parce qu'il n'y a que des hommes, et fait des efforts dans la cérémonie pour qu'elle soit le plus juste possible et la plus douce possible pour les 2 conjoints qui finalement se séparent, cassent un foyer juif et ne le font pas avec fierté. Ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit la situation du couple, c'est une douleur de tradition. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal que certaines personnes attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 24 ans dans le sud de la France. Une femme, depuis 24 ans, elle attend son guet. Et elle a peur. Donc en fait, moi je m'indigne. Comment on peut faire autant de souffrance, autant de peur, quand on sait qu'il y a de l'ego, du pouvoir qui est en jeu ? Et il y a 1000 solutions, il suffit d'étudier les textes. Et je fais un appel à tous ces rabbinim, tous ces dayanim de France, du monde. Trouvons des solutions sans mettre en prison les maris récalcitrants, sans forcément traîner au pénal et ouvrir un casier judiciaire pour eux. Le dimanche 28 novembre, c'était le premier soir de Hanouka.
Qu'est-ce qui avait été prévu à Cannes pour fêter l'événement, Gérard Bavard ? Comme chaque année, nous aurons le plaisir de recevoir les élus locaux à l'allumage de la première bougie de Hanouka sur le parvis de la synagogue. Il y aura bien sûr des discours, mais aussi la distribution et la dégustation des beignets comme chaque année. Et je sais que vous les appréciez, bien sûr, vous les appréciez chaque année. Et puis, j'ai répondu à une de vos suggestions, mon cher Alexandre, puisque cette année, nous allons faire un karaoké extérieur de Hanouka. Alors, expliquez-moi ce que j'ai eu comme idée. Je vous laisse la surprise. Il va y avoir la projection des chants traditionnels de Hanouka et puis, bien sûr, la projection des paroles en phonétique et vous donnerez même la traduction de ces chants. C'est important de savoir ce que l'on chante traditionnellement pendant Hanouka. Oui, parce que ce sont des prières et on ne sait pas du tout à quoi ces prières correspondent. Voilà. Alors, donc, cette année, venez nombreux participer à ce karaoké géant extérieur. Et ce sera avec Shai et sa guitare. Et Shai, bien sûr, accompagnera les enfants. Alors, il y aura aussi les chants des enfants, les enfants du Talmud Torah. Enfin, ce sera encore une très belle soirée festive de la communauté de Cannes. Au début de ce mois, le 3 décembre, mes invités étaient Guy Lévy, notre consultant histoire, et Jean-Paul Durand, président de l'ACSE, l'association des Amis des cimetières de Sainte-Eugène-Bologhine, Alger. Alors, avec l'usure du temps, une fréquentation de plus en plus rare, vu la situation politique, que ce soit à Oran, Constantine ou ailleurs, l'entretien des sépultures, pour ceux qui n'ont pu s'y rendre, laisse à désirer. La SCE, l'association des Amis des cimetières de Sainte-Eugène-Bologhine, se veut d'intervenir aussi bien en France qu'en Algérie et agir tous les jours pour que le site perdure. Pour réhabiliter, faire entretenir et préserver les cimetières d'Alger, une association s'est créée. Jean-Paul Durand, président de l'ASCE, puisque vous êtes en ligne avec nous donc par Zoom, à quel moment vous avez pensé à cette association ? Eh bien, Alexandre Rosenberg, c'est exactement en mai 2018 que l'idée de la création d'une association s'est imposée d'elle-même, en fait. Je me trouvais à Alger. C'était la 3e fois que je retournais à Alger depuis 62. La première fois, c'était en juin 2007. Vous savez, j'avais besoin de revoir la ville où je suis né, comme beaucoup d'entre nous, les lieux où j'ai grandi jusqu'en 62. Et je suis allé au cimetière de Sainte-Eugène en 2007. Je n'y étais jamais allé. On n'emmenait pas les enfants au cimetière. Auparavant, j'avais 14 ans lorsque j'ai quitté Alger. Je suis allé au cimetière Sainte-Eugène pour me recueillir devant les tombes de mes grands-parents et de ma grand-mère paternelle que je n'ai pas connue. Ils sont morts avant ma naissance. J'ai vu leurs tombes. J'ai vu aussi les tombes de mes arrière-grands-parents. J'ai vu les autres tombes aussi. Et je me suis rendu compte que je voyais aussi les tombes de ceux qui ne recevront pas de visite. Et en fait, j'ai vu beaucoup de tombes brisées. J'ai vu de ce lieu d'une étrange beauté, je devrais dire, où laideur et beauté se côtoient. Des tombes brisées à côté de caveaux magnifiquement ouvragés, des portraits sur les tombes. Vous savez, on mettait les portraits en faïence sur les tombes, les portraits des défunts. Et j'ai pris conscience que tous les jours, des noms s'effacent. Et j'ai voulu conserver la mémoire de ce cimetière. Comme j'ai pu, j'ai fait des photos, des films à ce moment-là. Je voulais conserver la mémoire des noms. J'ai pu retourner en 2009, toujours fasciné par ce cimetière. Et puis en mai 2018. Et là, cette dernière visite a été vraiment le déclencheur. J'ai constaté une très forte accélération de la dégradation du cimetière, comme si le cimetière avait subitement vieilli. Les murs des bâtisses étaient noircis, les caveaux étaient renversés, de lourdes pierres tombales aussi étaient renversées. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir. C'est ainsi que cette association est née. L'association ACSE, les Amis des cimetières de Sainte-Eugène-Bologhine, en fait, est née d'une révolte. D'une révolte pour honorer la mémoire de nos aïeux. Et plus que ça, je devrais dire, pour leur garantir le repos là où ils se trouvent.
Voilà, c'est pour cette raison que l'association est née fin 2018. Mon dernier invité de l'année, c'était le notaire Jean-Claude Darmon. Arrivé d'Oran en métropole après l'exode des rapatriés en 62, il avait 3 ans. Ses parents s'établissent tout d'abord à Vichy avant de venir ici, à Cannes, où le père y ouvre l'étude notariale que l'on connaît. Si j'en crois vos proches, les études de Jean-Claude Darmon s'est résumé à 3 verbes. Apprendre, s'instruire, réussir. Avec un épilogue. Être le premier dans tous les domaines. Ça, c'est vous qui le dites, en réalité. Justement, alors quel a été le cursus de Jean-Claude Darmon ? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Vous êtes parti immédiatement vers le droit ? En réalité, au lycée, je faisais à l'époque les sections scientifiques, et c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur parce que j'aimais bien tout ce qui était mathématiques. J'ai eu un petit pincement au cœur lorsque j'ai dû m'orienter vers les études juridiques, puisque c'était la formation qui permettait d'accéder à la fonction de notaire, et compte tenu un peu de l'attrait que présentait cette profession pour moi, comme mon père me l'avait décrite et même pour partie apprise, c'est vrai que j'avais ce petit pincement de quitter le cursus mathématique. Mais bon, je regrette pas parce que finalement, le droit, c'est des maths avec des mots. Le droit, il y a un raisonnement juridique qui est à la base de cette activité et qui n'est pas du tout... on peut penser parfois que c'est assez littéraire, mais c'est pas littéraire du tout. Je me rappelle de certains étudiants qui arrivaient en fac de droit et qui disaient mais le droit c'est la poésie, c'est le rêve. Non, le droit c'est la logique, c'est le raisonnement. Bon, bien sûr, il y a une partie d'apprentissage, mais c'est essentiellement ce que je viens d'indiquer. En dehors des études, justement, Jean-Claude Darmon, il a 18, 20 ans, 22 ans, comme ça. Quels étaient vos pôles d'intérêt ? Est-ce que c'était les expositions, les musées, le sport, le cinéma ? On est à Cannes, c'est la ville du cinéma. J'avais les activités des jeunes de l'époque. Je me rappelle, le cinéma, on était très contents de pouvoir accéder lorsqu'il y avait des films au moment du festival. C'était un véritable bonheur pour nous, parfois même dans les salles, parfois au palais même. C'était convivial et c'était un bonheur parce que ça nous permettait de voir des films qui après allaient passer quelques mois plus tard sur les écrans. En règle générale, les enfants ne veulent pas toujours suivre la profession de leur géniteur. Mais là, son père était notaire. A-t-il décidé de suivre ses pas ? Alors, je vous ai dit que lorsque j'étais en terminale, j'ai eu une certaine hésitation. Oui, vous vouliez faire des mathématiques et puis d'un seul coup, vous avez bifurqué. À partir du moment où je me suis orienté... Mais pourquoi vous avez bifurqué ? J'ai bifurqué parce que je pense que c'était quand même, bien que mon père ait fait une création et donc il s'agissait d'une petite étude, je pense que c'était une opportunité familiale de pouvoir justement partir sur ses pas, profiter de ses connaissances, parce que il était un lion en droit, je veux dire, même s'il n'y avait pas à l'époque un certain nombre de diplômes qu'on acquiert aujourd'hui, qu'on appelle master, etc., il avait énormément de goût pour ce qu'il faisait. Je vous dis, lorsqu'il a fait la création à Cannes, il avait été premier d'un concours qui lui a permis d'accéder à cette ville. C'était une référence pour vous, un modèle qu'il fallait absolument suivre ? En tout cas, c'est ma référence et mon modèle. Vous voyez, je cumule vos adjectifs. Vous voulez lui ressembler ? Est-ce que vous lui ressemblez ? Vous savez, peut-être pas physiquement, mais dans l'esprit. Peut-être physiquement, je lui ressemble un peu. Dans l'esprit, je pense qu'on est tous le produit d'un père et d'une mère. On a un peu des deux, et puis on a soi-même, et on a sa vie qui finalement vous donne tel ou tel, caractère ou autre. Mais c'est vrai que c'est mon modèle, c'est ma référence.